to the next level? Mamba Out. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du Tableau Noir afin de conclure cette saison 2021 et ses playoffs qui ont été pleins de surprises. Donc j'ai été pas mal pris ces derniers temps et en ce moment, et donc j'ai pas forcément eu le temps de vraiment faire d'autres vidéos pendant les playoffs, ça fait pas mal de temps, j'ai pu faire qu'une seule vidéo sur le premier tour. Je m'en excuse vraiment, mais ça m'a pas empêché quand même de suivre à fond ces playoffs pour pouvoir un peu parler de ces finales. D'ailleurs, à l'avenir, je vais avoir un peu moins de temps pour des vidéos. Le rythme de 2 vidéos par mois risque d'être un peu compliqué à gérer tout le temps. Donc je voulais vous demander à vous ce que vous préférez voir plutôt en priorité sur cette chaîne pour que je continue d'aller à fond dans cette voie. Plutôt des vidéos un peu d'actualité comme j'ai pu le faire, d'analyse un peu sur les Suns, les Knicks, etc. Plutôt toutes les vidéos de fond que j'ai pu faire, un peu les questions sur comment la défense a évolué, le tir à mi-distance, ces vidéos-là. Ou alors que je continue plutôt à fond les vidéos C'est quoi, qui reposent un peu les bases du basket et de la NBA et tout ça. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup à savoir un peu ce que vous préférez, ce qui vous plaît le plus sur la chaîne, pour pouvoir vraiment continuer ça et pas trop vous couper en fait de ce que vous préférez. Donc comme je vous le disais, j'ai vraiment suivi de très très près ces playoffs 2021 que j'ai adoré, ça fait vraiment partie des playoffs que j'ai préférés depuis longtemps, et notamment avec le parcours magnifique de mon équipe favorite dont je vous avais déjà parlé, les Suns. Ce parcours auquel je m'attendais pas du tout, auquel peu de gens s'attendaient finalement, et donc ça fait partie des choses qui m'ont fait adorer ces playoffs, mais pas seulement. On a eu des playoffs vraiment sympas, des gros duels, beaucoup de revirements de situation, des beaux matchs, des grands joueurs qui sont révélés tout au long de ces playoffs, je pense à Trae Young par exemple, et qui se sont clôturés avec cette série opposant les Suns aux Bucks. Donc ça, pour moi, qui a été une des finales les plus sympas à voir de ces dernières années, parce que c'était une finale inédite, parce que pour tout le storytelling autour, c'était soit le titre de Chris Paul après 16 années en NBA, soit la consécration de Giannis, qui avait fait le choix de rester aux Bucks malgré les appels du pied de Los Angeles ou de Miami. Donc forcément c'était des playoffs et une finale qui me tentait énormément, et dont je vais essayer de vous parler en restant le plus objectif possible, sachant que je parle d'une franchise que j'adore avec les Suns, mais en essayant de vous présenter la finale, un peu faire l'analyse de la façon la plus factuelle que j'ai pu. Donc on a eu cette finale qui a vraiment opposé donc 2 équipes qui en apparence avaient un style de jeu totalement opposé. En effet, sur le papier, tout les oppose. On a Phoenix qui joue principalement sur jeu placé, comme je l'avais expliqué dans la vidéo à ce sujet, avec le 26e pace, donc le 26e rythme de toute la ligue en saison régulière, quand de son côté, Milwaukee joue à fond, essaie de jouer un maximum de jeux en transition, avec le 2e pace de toute la ligue. Dans le même temps, on a Phoenix qui va jouer un jeu offensif très collectif, très léché. Ils sont premiers de la ligue assez largement en nombre de passes décisives, et ça depuis 2 ans, quand Milwaukee est une équipe dans la moyenne en saison régulière avec une 14e place de passes décisives sur 100 possessions. Mais en dehors de ça, finalement, quand on regarde un peu toutes les statistiques avancées, on voit qu'on a un jeu des 2 équipes qui est bien plus proche de ce que l'on pense. D'un côté, on a les 2 arrières, Middleton et Booker, qui vont avoir une répartition d'action entre le jeu en ISO ou le pick and roll et porteur de balle qui va être très très proche, et une short map qui est troublante de ressemblance entre les 2 joueurs. De même, on a 2 équipes qui ont des offensive ratings et des defensive ratings très très similaires. 5e et 9e pour Phoenix, respectivement, et 6e et 10e pour Milwaukee. Donc on voit qu'on a des équipes qui ont une très bonne attaque, une défense un tout petit peu moins bonne mais toujours bonne, et vraiment exactement dans les mêmes ranges. De même, le nombre de tirs pris à mi-distance en pourcentage du nombre de tirs pris, le ratio lancer franc pris par tir tenté, c'est les mêmes pour ces 2 équipes. Donc dans le premier cas, c'est des équipes qui tirent beaucoup à mi-distance, et dans le deuxième cas, c'est des équipes qui tentent très peu de lancer franc. Et ça, encore une fois, quand on regarde la saison régulière, on voit qu'on a vraiment les mêmes tendances. Donc au niveau de la répartition des tirs, des choix faits, on a 2 équipes qui vont être assez proches. Ces 2 équipes aussi qui vont se baser sur des Big Three, qui vont de plus en plus s'affirmer au cours des playoffs. Donc d'un côté Middleton, Jrue Holiday, Giannis pour les Bucks, et Ayton, Chris Paul, Booker pour les Suns. Et finalement, le vrai duel, il va plutôt s'orienter sur 2 états d'esprit plutôt que 2 styles de jeu qui vont être différents en saison régulière. À Phoenix, on peut vraiment dire que l'équipe elle est pragmatique et on s'adapte sans cesse à ce que la défense nous offre ou à l'attaque adverse.
sur jeu placé toujours. Donc on va prendre notre temps, on va vraiment disséquer la défense en face, ou quand l'équipe attaque en face, on va vraiment essayer de s'adapter par rapport à ses points forts, points faibles. Quand de l'autre côté, les Bucks ont vraiment cette image de rouleau compresseur qui vont imposer leur jeu en transition et leur défense, qui va protéger à fond la raquette pour laisser les shoots à 3 points. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos sur eux. D'où une impression visuelle qui va être très différente. Les Bucks, ils vont donner l'impression de faire vraiment des runs, de manger leur adversaire totalement physiquement, dans un domaine où ils sont vraiment dominants, l'aspect physique du jeu, mais aussi de pas avoir de plan B quand ça ne marche plus. Donc c'est un peu ce qu'on a vu sur les derniers playoffs, c'est un peu ce qu'on a pu voir sur les dernières saisons régulières. Quand ça déroule, ils paraissent inarrêtables, mais par contre si une équipe parvient à contrecarrer le premier plan, Coach Bud paraît un peu bloqué. Quand de l'autre côté, les Suns, eux, ils donnent l'impression de toujours avoir des cartes en main, toujours avoir une solution. Si la défense décide de dropper, donc de laisser sur le pick and roll le pivot à l'intérieur, on va avoir Booker ou Chris Paul qui vont tirer à mi-distance et se régaler. S'ils décident de trapper, de doubler, on va alors passer la balle pour aller chercher un shooter ouvert ou alors Ayton qui va rouler vers le cercle. Si les joueurs vont changer, on va attaquer le mismatch le plus intéressant, etc., etc. Donc on prend son temps vraiment pour cette idée de dissection de l'adversaire avec beaucoup d'armes en main. D'où une impression aussi que les role-players vont avoir plus de poids côté Suns, parce qu'ils ont des rôles qui vont énormément varier suivant ce que propose la défense. Donc on va avoir Miles Bridges qui de temps en temps va vraiment être un shooter, de temps en temps va aller driver pas mal au cercle. Et donc cette impression d'un jeu beaucoup plus collectif finalement. Quand du côté des Bucks, on va vraiment avoir des role-players qui vont appliquer le plan de jeu principal à la lettre, shooter, être des drivers, défenseurs, etc., etc. Donc ça donne vraiment l'impression qu'ils se limitent à leur rôle de ce côté-là. Sauf que cet aspect pragmatique et cette opposition sur ce côté va être vraiment bousculé pendant les playoffs. En effet, on va voir d'un côté les Suns qui vont continuer à être à fond sur un côté pragmatique et s'adapter à ses adversaires. En effet, ça cherche Ayton si la défense accentue trop son jeu sur les guards et le délaisse pas mal en jouant small ball comme on l'a vu par exemple face aux Clippers. On va favoriser de l'isolation sur les éléments faibles quand ça switch en face. Donc on va avoir en début de playoff, ils vont attaquer PJ Tucker, etc. Ils vont vraiment s'adapter tout le temps. On va chercher des shooters, des coupes, etc. Et cette opposition, elle va être très très nette sur les matchs 1 et les matchs 2 des finales. En effet, au match 1, on va voir par exemple que les Bucks, leur choix défensif, ça va être de chercher au maximum à contrôler Chris Paul et Booker en changeant agressivement sur eux, tout en empêchant de trouver les shooters. Donc on va laisser pas mal d'espace à mi-distance et on va accepter de changer sur Ayton, mais l'objectif c'est pas du tout c'est l'espace à Booker, très loin du panier, pareil à Chris Paul. Donc les deux vont prendre finalement peu de tirs à 3 points, ils vont énormément aller driver et tirer à mi-distance ou gaver de ballon Ayton qui va faire un superbe premier match. Et comme ça, les Suns vont gagner le premier match. Le deuxième match, la défense, on va de retour avec une défense qui va vraiment chercher à verrouiller la raquette. Donc on continue de sortir agressivement sur le pick and roll pour pas laisser les guards shooter à mi-distance, mais on va laisser plus d'espace à 3 points en de nouveau densifiant la raquette pour éviter tous ces paniers faciles, et on va surtout laisser de l'espace dans les corners et en sachant qu'il faut bien sacrifier une zone. Phoenix va le comprendre très très vite, on va se retrouver avec Booker qui va beaucoup moins shooter à mi-distance mais il va shooter 12 fois à 3 points pour en mettre 7. On va énormément trouver Bridges et Crowder dans les corners ou sur des coupes. Bridges il va s'éclater sur le match, il va mettre 27 points et encore une fois on va avoir une victoire de Phoenix en étant pragmatique sur le jeu adopté. On voit des défauts, on les attaque. Sauf que dans le même temps, on a aussi des Bucks qui vont devenir de plus en plus pragmatiques et de mettre de l'eau dans leur vin. C'est quelque chose qu'on va commencer à voir en fait un peu avant pendant les playoffs, pas dès ce match-là, mais face aux Nets. Effectivement, au match 1 et au match 2 face aux Nets, les Bucks ils vont jouer à fond leur jeu. Mais les Nets sont plus forts, sur du jeu rapide de transition, ils ont plus de talent en fait pour mettre des points. Et ça va commencer à faire très mal aux Bucks qui vont se prendre une déculottée dans le match 2 et être déjà à 2-0. Donc ils vont totalement changer leur système de jeu, ils vont se dire qu'on pose les barbelés, on va commencer à jouer un jeu beaucoup plus rugueux sur demi-terrain. Et en faisant ça, en ralentissant le jeu, en étant physique, en hachant tout, on va avoir aucune équipe qui va dépasser les 90 points sur le match 3, et sur les matchs suivants, une grosse diminution du nombre de points, du rythme. Et les Bucks, ça va vraiment être un avantage pour eux. Ils gagnent vraiment le duel physique face à ces Nets sur lequel ce n'est pas leur point fort. Et ils vont comme ça réussir à se qualifier et à pouvoir continuer. Et on voit vraiment sur les playoffs que leur rythme va énormément baisser. S'ils avaient un pace de 102, donc c'est-à-dire 102 attaques par match pendant la saison régulière, on va diminuer à 97, mais qui va vraiment être imposé par le Heat au premier tour. Puis 96 face aux Nets, 97 de nouveau face aux Hawks et juste 95 en finale.
Donc ces 95 en finale, on pourrait dire qu'il est imposé par les Suns qui adorent jouer lentement, mais pas que. Il est aussi accepté par les Bucks qui veulent transformer les finales à partir de ce match 3 en un combat physique, qui veulent totalement retourner la situation. Et donc, pour le faire, en attaque, Milwaukee accepte de jouer placé et va faire un peu comme face aux Heat, tout en puissance. Donc on a juste Middleton qui va beaucoup jouer à mi-distance, mais sinon on va avoir Jrue Holiday qui va enfoncer au poste Cameron Payne ou Chris Paul, et par sa puissance, sa taille, il va vraiment réussir à aller chercher les paniers au poste comme ça. Il va jouer beaucoup de pick and roll avec Giannis face au cercle, où il lâche très vite le ballon à son intérieur. On a Giannis qui, enfin cette saison, joue le rôle du poseur d'écran et non plus celui du porteur d'écran sur le pick and roll, et ça va tout changer. On a un Greg qui va être totalement instoppable et qui a vraiment progressé dans sa lecture du jeu, dans son petit jeu à 3-4 mètres. Donc soit il se retrouve face à un joueur, ça va être Crowder ou Cam Johnson ou Ayton. Bah là il va prendre l'avantage très facilement. Crowder et Cam Johnson sont trop petits et pas assez forts physiquement. Ayton n'est pas assez rapide. Soit il est obligé d'attirer de l'aide et il va énormément réussir à trouver ses coéquipiers dans les corners ou sur des coupes en arrivant lancé face au cercle comme ça. Donc c'est exactement ce qui manquait en fait aux Bucks l'an passé face aux Heat et qu'ils arrivent parfaitement à exploiter cette saison. Et de même, grâce à la puissance physique de Giannis, au jeu d'opportunité sur les coupes de Connaughton et la taille de Lopez et Portis, on va avoir juste en face Ayton qui peut vraiment rivaliser, et cette équipe va mettre une énorme pression sur le rebond offensif et va en prendre une pelletée. 29,2% de rebond offensif pour seulement 17 pour Phoenix. Donc dans ce jeu-là, on va avoir énormément de rebonds offensifs qui vont être pris, donc énormément d'actions d'en plus, et on est toujours dans ce combat physique. C'est une équipe qui agresse son adversaire physiquement en attaque, et quand vous avez dû tenir sur jeu placé toute une possession entière pour repousser au maximum pour leur faire prendre un mauvais tir les Bucks, qu'ils prennent un rebond offensif, qu'ils ont le ballon proche du cercle avec Giannis qui est capable de remonter tout de suite, vous faites des fautes, vous vous fatiguez énormément, et comme ça les Bucks, grâce à ce jeu offensif, ils vont passer de 106 points sur 100 possessions sur les 2 premiers matchs à, match après match, augmenter jusqu'à 117 points sur 100 possessions sur la série. Donc on voit vraiment qu'ils ont vraiment lâché les chevaux, qu'ils ont fatigué leur adversaire, qu'ils ont réussi à exploiter de mieux en mieux leurs failles tout en étant capables de jouer sur des points forts qu'on ne leur connaissait pas forcément tant que ça avant. Et ça va marcher. Et de même, en défense, ils vont tuer les Suns en leur imposant en fait l'ISO de Booker. Donc ils profitent énormément du jeu des Suns qui, comme je l'ai dit, est très pragmatique, qui s'adapte énormément, voire trop, en cherchant tout le temps des failles, en imposant une défense qui va être très très physique sur Chris Paul tout terrain. Donc en faisant ça avec Jrue Holiday qui est très bon pour le faire, Chris Paul est obligé de lâcher la balle tôt, lorsqu'il a le ballon dans les mains à dribbler, il est obligé d'être dos au jeu pour pas se la faire intercepter. Lorsque Ayton reçoit le ballon proche du cercle après un mismatch, on lui fait une faute automatique dessus pour pas qu'il puisse prendre le rythme. Et de la même façon, on décide de ne plus faire d'aide sur Devin Booker. Donc Devin Booker va avoir énormément d'un contre un à jouer, énormément de situations d'isolation, et on va pas l'aider dessus. Il a un talent offensif énorme, ce qui va faire qu'il va énormément marquer, mais énormément tirer. En effet, sur les matchs 4 et match 5, il va tirer 28 puis 33 fois. À chaque fois, il va mettre plus de 40 points, 42 puis 40, avec des très bons pourcentages. Mais le problème, c'est que ça va sortir du match les coéquipiers de Booker, le jeu va devenir prévisible, il n'y a plus aucun mouvement qui était vraiment l'essence du jeu des Suns. Les Suns prennent ce qu'on leur laisse, le problème c'est que là, ce qu'on leur a laissé, c'est un piège, c'est un poison, et ils vont pas réussir à avoir cette force de sortir de ça sur toute la durée d'un match, de ne pas accepter ce qui est trop facile pour prendre un peu plus difficile pour gagner. Donc ils vont totalement tomber dans ce piège-là d'un jeu physique qui va uniquement laisser des isolations pour marquer. Et ce jeu physique, il va surtout avoir un effet à long terme. En effet, façon combat de boxe qu'on veut gagner au point, Jrue et Giannis vont énormément agresser les Suns tout le temps. On va avoir une équipe des Suns qui va perdre en jus et en lucidité au fur et à mesure. En effet, quand on regarde tous les premiers matchs de la série, qu'on fait la somme des points marqués par les Suns et la somme des points encaissés, les Suns gagnent les premiers quarts dans la série de plus 10. Et les quatrièmes quarts, ils les perdent de moins 13. On voit qu'au fur et à mesure de la partie, le rapport de force s'inverse. Les Suns, lorsqu'ils sont frais et que les Bucks le sont aussi, ils sont meilleurs. Ils marquent plus, ils défendent mieux, etc. Mais ils n'ont pas la capacité physique d'encaisser ce jeu tout le match, et petit à petit, le rapport de force va totalement s'inverser. Et les Suns vont aller jusqu'à perdre de la lucidité dans les moments clés du match. On le voit avec les 2 pertes de balles, celle de Chris Paul au match 4 quand il glisse, et celle de Booker où il se fait intercepter le ballon dans les mains par Jrue Holiday, qui vont en plus donner des contre-attaques faciles et permettre aux Bucks d'assurer leur victoire. C'est des possessions que les Suns ne perdent pas d'habitude,
Mais là, avec la fatigue, avec la forme physique qui est vraiment émoussée, on va vraiment avoir ces pertes de balles. Et comme les Bucks sont beaucoup plus physiques, tiennent beaucoup plus ce rythme sur la longueur, ils font totalement la différence dessus. Donc c'est ce qui est super intéressant, je trouve, sur ces finales, ça a été vraiment ce pragmatisme qu'on a pu voir du côté des Bucks, qu'on n'avait jamais vu vraiment avant, même pendant la saison régulière. Une équipe qui va accepter d'évoluer son jeu, d'accepter le jeu de l'adversaire, d'en prendre compte. Et en fait, c'est ce qui va vraiment leur faire passer un palier entre les dernières saisons et cette saison, et ce qui va en faire un magnifique champion. C'est pas un champion flashy, mais c'est un champion très solide, très complet, avec un jeu ultra efficace. C'est un vrai champion NBA. Quand de l'autre côté, les Suns, qui ont fait des playoffs magnifiques, très surprenants, ils ont craqué en effet car ils sont trop restés sur cette idée d'adaptation. Ils ont poussé trop de loin l'adaptation et n'ont pas réussi à se faire justice, pas réussi à se forcer en fait à imposer leur jeu un peu plus. C'est toujours ce fameux sujet qu'on a entre s'adapter au jeu de l'adversaire ou imposer son jeu, et ces finales sont vraiment un très bon échantillon représentatif de comment ajuster à ce niveau-là. Donc, pour conclure, on peut dire que ça a été vraiment, moi j'ai trouvé des finales magnifiques. Donc je sais pas pour vous, mais moi je me suis vraiment régalé en termes de basket. Ça fait partie des plus belles finales que j'ai vues depuis pas mal de temps, très indécises, avec énormément de coups tactiques des deux côtés, beaucoup de joueurs qui ont vraiment impacté sur les finales, donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Même si bien sûr je suis vraiment déçu pour mes Suns. Donc j'ai pu paraître assez critique avec eux dans la vidéo, surtout que quand on y pense à quelques possessions, ça a été des matchs très serrés. Tout le ton de la vidéo pourrait être très différent, mais faut savoir que je suis extrêmement fier d'eux. C'est vraiment la plus belle saison que j'ai pu voir de la part des Suns depuis que je suis la NBA. Même si c'est pas la première fois qu'ils vont en finale et tout ça, je trouve vraiment cette saison super aboutie, vraiment complète. Donc moi ça me laisse vraiment optimiste pour la suite pour ces Suns. Je croise les doigts pour qu'ils continuent de jouer à ce niveau-là après une décennie vraiment compliquée. Et de l'autre côté, si je suis vraiment triste et si je peux avoir des regrets, je trouve que ce titre, il me fait vraiment plaisir de finir dans les mains de Giannis. Que ce soit par son histoire, par son humanité, par le personnage qu'il est sur les terrains en dehors, son évolution, son style de jeu qui est très atypique dans la NBA moderne. Je trouve que c'est un joueur qui me touche vraiment, que j'apprécie beaucoup et que je respecte énormément. Et donc le voir avoir une bague comme ça avec sa franchise de toujours, quand il a refusé des offres des Lakers ou de Miami, c'est vraiment une belle histoire et ça me redonne le sourire un peu malgré la défaite des Suns. Donc voilà, maintenant la saison NBA, elle est finie. On va avoir une intersaison qui va être un peu plus courte que d'habitude, mais quand même un peu longue. Sauf que ce qui est cool, c'est que cette saison, on a les Jeux Olympiques qui vont commencer bientôt. Des Jeux Olympiques qui en basket s'annoncent super intéressants. Très indécis, c'est beaucoup plus ouvert que d'habitude, je trouve. Donc j'espère pouvoir vous en parler très bientôt. Et sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, partagez-la, likez-la, lâchez un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou sur le groupe Nurshit Ballon sur Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Profitez bien de vos vacances. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about